eux aussi, la sécurité d'un pays ne peut pas être sous-traitée. Il y en va de notre souveraineté nationale. Fort de mon expérience, et grâce aux nombreux soutiens que je tiens ici à saluer, je suis confiant. Le Mali va finir par triompher. Nous allons réussir. Les Maliens vont se retrouver tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, des femmes et des hommes de paix et de dialogue. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Nous allons transcender nos divisions actuelles, qui ne reposent sur aucune tradition, mais qui sont le fait d'un délitement de la puissance publique et d'une absence de l'État. Nous allons réussir d'abord et avant tout en comptant sur nos propres ressources humaines, culturelles et économiques de notre pays. Nous devons compter sur nous. Il faut mobiliser tous nos atouts et les utiliser avec courage et discernement. Courage pour affronter les terroristes et réconcilier la nation. Discernement pour s'assurer que les solutions mises en œuvre soient fidèles à notre histoire, notre culture et nos spécificités. La reconstruction du Mali et le redressement de la nation malienne reposent sur nous-mêmes. Soyons patriotes. Soyons donc responsables et déterminés dans nos actions et nos décisions. Pour cela, je suis convaincu que le sursaut de notre pays passe avant tout par une révolution de nos attitudes et de nos comportements, en particulier au sein de notre classe politique. Je m'engage à lutter énergiquement contre le clientélisme et à promouvoir l'intérêt général. Si les Maliens, si vous les Maliens, m'accordent leur confiance, aucun membre de ma famille n'aura de fonction officielle. J'en fais ici le serment. Les réflexes claniques seront combattus. J'exigerai de tous ceux qui servent la nation une probité exemplaire, tant la corruption s'est accrue ces dernières années pour devenir un véritable fléau. La situation interne de notre pays n'est pas une fatalité, elle n'est que l'enchaînement d'un cycle catastrophique, de lâcheté et de calculs de petites politiques, de calculs politiciens. Notre pays est à présent devant un choix majeur. Continuer sur le chemin actuel qui conduit à l'échec, ou bien se redresser pour redevenir ce que le Mali a toujours été, un pays stable, un pays fier. J'ai opté pour l'espoir. C'est pourquoi je propose aujourd'hui un projet pour préparer un pays abîmé par 5 années de mauvaise gouvernance. Un pays abîmé par 5 années de mauvaise gouvernance. Ce programme, Ensemble restaurant l'espoir, s'appuie sur 5 piliers que nous construisons ensemble avec un gouvernement de redressement national et que je me propose de vous présenter aujourd'hui. Je voudrais, avant de passer à la présentation, remercier ceux qui, de façon anonyme, ont travaillé longtemps sur ce programme. Des cadres du parti, mais des cadres d'autres partis, des cadres de la société civile, des anonymes se sont mobilisés pendant des semaines et des semaines sous l'autorité de Amadou Cissé pour sortir un document pour ça. Ce document, s'il fallait l'exposer, je pourrais l'amener pour 3 jours, mais il était très riche. Et on sentait les cadres qui ont sorti de l'article ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent pour le pays. Nous avons compilé cela. Nous avons fait un document plus restreint sous l'autorité du ministre Ousmane Mamman Sidibé, que je salue ici, pour donner aujourd'hui un document plus léger, plus digeste, mais qui n'enlève en rien de sa profondeur et à la pertinence de l'analyse. Je voudrais ici solennellement remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, tous ceux qui travaillent de jour le jour, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les jeunes dames qui nous aident au quotidien, que ce soit les gars, comme tu l'as dit, comme Samuel Labisso, comme Omar Moundigo et Jabas, pour les remercier très sincèrement, parce que la tâche n'est pas facile. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est le Mali, chevillé au corps et chevillé au cœur. Merci pour votre attention.
Alors hier, j'ai essayé de spéculer sur les 5 piliers. Mal m'en a pris dans certains cas. Non, ça va, je ne vois pas bien, mais ça va aller. Nous avons... Je vois un peu ce que j'expose. Bien, merci beaucoup. On voit bien. Il faut que je sois plus loin, parce que je ne vois pas. Merci beaucoup. Je disais que nous avons construit ce programme sur 5 piliers et je m'étais amusé à dire 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6. Et j'ai découvert qu'il y a 5 doigts, il y a 5 orteils, qu'il y a 5 sens, qu'il y a 5 prières dans l'islam, et que l'islam même est fondé sur 5 principes. Je me suis dit donc que le bon Dieu nous a inspirés et que notre programme a toutes les chances d'être réalisé dans le bon sens. Alors, les 5 piliers sont ceux que vous avez devant vous. Le premier pilier, c'est d'abord de restaurer la paix, la sécurité du pays et l'autorité de l'État. Pour en passer à ce pilier directement par le diapo suivant, je ne sais pas, il y a le monsieur qui fait le voilà. Alors, pourquoi restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État? Parce que face à la violence qui s'est installée dangereusement dans le nord et le centre, qui menace plus que jamais la sécurité de la population, il faut engager une action collective de reconquête territoriale et de main tendue aux populations qui ont été abandonnées par le pouvoir en place ces 5 dernières années pour préserver l'unité et l'intégrité de la nation malienne. Le clientélisme, on l'a dit tout à l'heure, est érigé en système de gouvernance. Les entraves à l'efficacité des armées, le laxisme à l'égard des trafics illicites et l'absence totale de volonté politique pour initier un véritable dialogue national ont conduit le pays dans l'impasse. Face à cette situation, dans le cadre d'une véritable décentralisation, je dis bien une véritable décentralisation, l'action d'un prochain gouvernement devra être consacrée à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien, et ce, dans une démarche inclusive et de dialogue avec la population. Il faut redonner la parole et le pouvoir aux Maliens de bonne volonté et de bonne foi. Nous avons identifié quelques mesures prioritaires. D'abord, la mise en œuvre de bonne foi, je dis bien de bonne foi, de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation, dans un dialogue sérieux et sincère avec toutes les parties concernées. Création de brigades d'intervention rapide, composées de soldats et de gendarmes maliens, déployés pour être plus réactifs face aux menaces et aux attaques terroristes. Augmentation du budget de l'armée et accélération de la réforme du secteur de la sécurité en concertation avec les acteurs impliqués. La mise en place d'un programme vigoureux de lutte contre le trafic de la drogue, la circulation et la détention d'armes illégales. L'opérationnalisation des régions récemment créées, création de nouvelles régions, de nouvelles communes, transfert de compétences et transfert effectif de ressources au profit des collectivités territoriales. Mise en place des mesures strictes de moralisation de la vie publique afin de réconcilier les citoyens avec l'État. Adoption d'une loi assurant un meilleur accès des partis politiques aux médias d'État. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Réforme du système de représentation de l'Assemblée nationale pour les jeunes, les femmes et les leaders des partis politiques. Mon ambition à ce niveau, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les jeunes soient représentés à l'Assemblée nationale,
que les femmes soient représentées à l'Assemblée nationale. Notre société est composée de jeunes et de femmes, mais je veux aussi que le débat se fasse à l'Assemblée nationale pour que des cadres valables, des cadres déterminés, qui sont des cadres politiques, qui représentent des partis politiques, puissent s'exprimer à l'Assemblée nationale. Il faut leur donner la chance de le faire. Il faut donner la chance à notre pays de bénéficier de cette richesse. Et je pense que les réformes que nous allons proposer vont aller dans ce sens. J'y tiens en particulier. Alors, on peut passer au deuxième pilier. Le deuxième pilier, nous l'avons intitulé « Instaurer un véritable dialogue entre tous les Maliens ». L'État a des devoirs envers le peuple et tous les Maliens de bonne volonté et de bonne foi. Les différentes communautés du pays ont un devoir d'entraide et d'engagement pour le bien commun. Notre programme découle entièrement de ces principes et vise à renouer avec la tradition malienne qui repose sur l'échange et le partage. Pour être efficace, l'État doit être à l'écoute de tous les citoyens et de leurs représentants. Les congrégations religieuses et les pouvoirs traditionnels sont des partenaires essentiels de l'État. Hors de nos frontières, la diaspora qui joue un rôle économique et social dans notre pays et qui contribue à l'insertion du Mali dans le monde doit elle aussi être incluse dans le dialogue national. C'est pour ça d'ailleurs que nous pensons qu'il faut aussi des députés pour les Maliens de l'extérieur. Nous sommes sûrs que c'est par le dialogue que nous réussirons, le dialogue ensemble. Nous avons identifié quelques mesures qui nous semblent prioritaires, même si ce n'est pas exhaustif. Une organisation rapide d'assises nationales sur les grands problèmes de la nation. Une mise en place d'un cadre qui favorise le dialogue intercommunautaire et interreligieux pour garantir la coexistence pacifique entre l'ensemble des communautés ethniques et religieuses et surtout favoriser le vivre ensemble. Une mise en place d'un programme de lutte contre l'extrémisme et la radicalisation en concertation avec les associations religieuses qui doivent enseigner des savoirs fondamentaux. Révision du statut de l'ORTM pour assurer une plus grande indépendance. Augmentation de l'appui à la presse privée et sécurisation des journalistes dans l'exercice de leur métier. Mise en place des réformes institutionnelles nécessaires pour que les Maliens de l'extérieur soient représentés à l'Assemblée nationale. Renforcement des structures culturelles et meilleure utilisation des médias publics pour la diffusion de programmes culturels. Il faut que nos médias servent aussi à ça. Création du Festival panafricain de la musique de Bamako et faire des grands artistes maliens les ambassadeurs du festival, des ambassadeurs de Mali. Poursuite de la construction d'infrastructures sportives en mettant l'accent sur les cercles et sur les communes. Voilà des mesures qui nous paraissent importantes pour ce deuxième pilier. On va passer au troisième pilier qui consiste à dire qu'il faut mettre l'État au service de la population. L'État doit être au service de la population et non l'inverse. L'État a pratiquement disparu des régions du nord et du centre, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons tous. Mais même dans les autres régions du pays, les services publics ne sont pas à la mesure des attentes des citoyens. Les conditions de vie de nos populations restent encore en dessous des objectifs d'un développement économique et social de nature à vaincre la pauvreté et à donner à tous des conditions de vie décentes et dignes. Vous savez, le Mali est encore parmi les derniers dans le classement du PNUD sur l'indice de développement humain. Nous sommes 175e sur 188 pays classés.
l'État doit assurer sa légitimité en se mettant au service des populations. Quelles sont les mesures prioritaires que nous avons identifiées? D'abord, la médicalisation de tous les centres de santé communautaires, les CSCOM. Mise en application de la charte du malade en vue d'assurer une prise en charge correcte et rapide. Augmentation du budget alloué à la santé. Nous pensons qu'il faut aller progressivement jusqu'à 15%. Vous savez que la norme actuelle est autour de 10%. Élaboration d'un programme national d'approvisionnement en eau potable et promotion des branchements sociaux. Vous avez encore un déficit d'eau à Bamako, a fortiori dans les contrées lointaines. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Recrutement systématique, je dis bien systématique, des diplômés des écoles de formation à l'enseignement et à la santé. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des classes de 200 enfants et avoir des enseignants au chômage. C'est absolument paradoxal. Nous ne pouvons pas avoir des zones qui ne sont pas du tout couvertes en matière de santé, avoir des médecins au chômage, avoir des infirmiers au chômage. C'est quelque chose de soutenable, c'est quelque chose de prioritaire et nous allons nous efforcer pour obtenir cet engagement. Élaboration d'une politique de la petite enfance et renforcement de la fréquentation scolaire. Les enfants, il faut les prendre dès la naissance. Il faut que chaque enfant ait un acte de naissance. Pour ceux qui vivent à Bamako, cela est automatique, mais ce n'est pas du tout vrai dans le reste du pays. Et beaucoup d'enfants, beaucoup d'intelligences sont perdues parce que les enfants interrompent leur scolarité à partir d'une certaine année s'ils n'ont pas de date de naissance. Et les parents disent on n'a pas d'argent pour un jugement supplétif qui coûte 2500 francs CFA, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'il faut prendre les enfants dès la naissance, les suivre jusqu'à ce qu'ils soient adultes et qu'ils puissent avoir du travail. Renforcement de la formation initiale et continue des maîtres du primaire et des professeurs de secondaire. Il faut continuer la formation des maîtres. Il faut qu'à chaque vacances scolaires, ils puissent bénéficier de cours de pédagogie, qu'ils puissent continuer à se former pour que les enfants maliens retrouvent leur place en Afrique et ailleurs. Nous avons connu, nous, une génération, bon, si on n'était pas premier, on était en tout cas parmi les 5 premiers, et non seulement au Mali, mais aussi et surtout dans les autres pays, et je crois qu'on était fiers à l'époque d'être maliens. Il faut qu'on continue à être fiers d'être maliens. Il faut réduire les déséquilibres régionaux dans la carte scolaire par l'ouverture d'une école à 3 classes au moins par village. Il y a des zones entières, je connais une commune qui est la mienne, il y a 43 villages, il y a 3 écoles. La dernière fois que j'ai été, il y avait 3 enfants en 9e. 3 enfants en 9e, 6 en 8e. Ça existe encore au Mali, c'est absolument inacceptable. On ne peut pas continuer à voir cela et fermer les yeux. Il faut fournir un kit scolaire à chaque élève. Il faut une application stricte de la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, avec une attention particulière. Pour que les filles restent à l'école. Il faut que les filles puissent rester à l'école pour éduquer, s'éduquer, éduquer la famille et éduquer la nation tout entière. Renforcement du système formel de sécurité sociale à travers une amélioration substantielle de la gouvernance de l'INPS, de la caisse de retraite et de la caisse d'assurance maladie. Il faut que ces outils servent l'ensemble de la population. Nous devons travailler à cela. Ça a été réussi ailleurs, on doit pouvoir le réussir chez nous. Une meilleure ciblage de l'aide sociale, notamment en direction des veuves, des femmes seules chargées de famille, des enfants abandonnés et des handicapés. Je pense particulièrement aux veuves de nos militaires. Je crois qu'il faut être dans un cas pour pouvoir s'occuper d'elles, s'occuper de leurs enfants. Leurs maris, leurs pères sont morts pour la nation et la nation doit regarder leur famille et les garder les enfants.
Il faut adopter une loi de protection sociale des personnes handicapées. Les personnes handicapées, nous les avons vues ici, comment elles se sont battues pour la démocratie. Elles étaient dans les rues, elles se battent au quotidien. Malheureusement, il n'y a pas de loi pour les protéger. Il faut qu'elles puissent avoir, ces personnes, des places dans la fonction publique, des places dans l'emploi. Il faut accélérer la mise en œuvre du cadastre et son informatisation afin de disposer d'un outil efficace de gestion domaniale et foncière. Vous savez, quand vous voyez Bamako, il y a des trous partout. On ne sait pas à qui appartient ce terrain, on ne sait pas à qui appartient cette maison. Je crois qu'honnêtement, aujourd'hui, il est temps vraiment de mettre de l'ordre dans tout ça. Et on peut le faire, on doit le faire et on va le faire. Nous allons bien sûr continuer le programme de construction de logements sociaux, mais vraiment des logements sociaux. Pas des logements distribués suivant la carte du parti, pas des logements distribués à la famille. Je crois qu'il faut réunir c'est ça. Et encourager des cités d'enseignants, encourager des cités de médecins, encourager des cités de juges. Nous allons passer au pilier 4 que nous avons intitulé « Donner aux jeunes et aux femmes la place qui leur est due dans la société malienne ». Vous savez, on en parle beaucoup comme un effet de mode, mais honnêtement, j'y crois. Et je crois que si nous ne libérons pas ces forces, si nous ne leur donnons pas la chance d'être dans le développement, nous n'allons pas réussir. Nous sommes un pays de plus en plus jeune. Il y a énormément de femmes qui travaillent, il y a énormément de femmes qui ont des intelligences qui peuvent aider le pays. Celles qui se lèvent tôt le matin, celles qui vont chercher du bois, qui chauffent l'eau, qui élèvent les enfants, qui font la cuisine, qui militent, qui votent et qui font beaucoup de choses. Merci, mesdames et femmes. En 2017, les moins de 25 ans représentaient près de 2/3 de la population malienne. Si nos jeunes ont une formation nécessaire pour trouver un emploi et entrer dans la vie active de manière positive, ils seront un atout pour notre avenir. Si au contraire, ils n'arrivent pas à s'insérer durablement dans la société et l'économie, ils sont en proie au désespoir. Essaient de quitter le pays en dépit de tous les dangers de l'immigration sauvage ou sombrent dans le fanatisme, voire le terrorisme. Les femmes constituent la moitié de notre population. Il y a un poète qui disait gentiment que la femme est le toit de la maison et que la femme, c'est la moitié du ciel. Donc c'est la moitié en tout cas de la population malienne, mais leur contribution est limitée par de nombreux obstacles et les discriminations auxquelles elles font encore face. Cette situation aussi doit changer. Et nous devons permettre à la moitié d'entre nous de participer pleinement à l'épanouissement de notre potentiel. Faisons donc de notre jeunesse et des Maliennes un atout pour le futur. Nous avons identifié quelques mesures prioritaires. D'abord, faire du Conseil national des jeunes un organe consultatif pour toute décision importante à caractère réglementaire ou législatif relative à la jeunesse et non un instrument au service du pouvoir. Il faut que les jeunes organisés puissent contribuer à la définition des règles, des lois qui les concernent. Il faut donc en faire un organe consultatif. Il faut un quota d'au moins 20% de députés réservés aux jeunes à partir d'un système professionnel. Il faut ouvrir de nouveaux espaces de loisirs, des maisons de jeunes, des centres de développement de jeunes, des foyers de jeunes dans toutes les villes du Mali. Ouverture des guichets uniques jeunesse pour permettre aux jeunes d'accéder à la bonne information sur la santé, la formation et les opportunités d'emploi. Il leur faut un guichet, ils peuvent aller s'adresser, avoir des informations, savoir ce qui se passe, savoir quelles sont les opportunités et connaître aussi les dangers de la vie en matière de santé, par exemple, et même d'immigration ou autre.
Je crois que ce sera quelque chose qui leur sera utile. Il faut appuyer, il faut apporter un appui à l'installation de jeunes diplômés dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'artisanat et le tourisme. Il y aura un fonds, on mettra en place un fonds dédié à cela pour permettre aux jeunes de développer des aptitudes et de les accompagner par ce fonds-là pour qu'ils puissent réussir. Il faut le développement des filières techniques, débouchant sur des métiers pratiques et développement de l'offre privée de formation professionnelle, technique et d'apprentissage. Je pense honnêtement qu'il faut mettre l'accent sur la formation technique, la formation professionnelle. Nous avons beaucoup de gens à l'université, beaucoup de gens sont en droit. Le droit, c'est bien, maître Demba, mais il y a trop de monde dans le droit. Il faut pouvoir faire un peu autre chose. Et je crois que nos enfants sont compétents pour faire des mathématiques, pour faire des sciences appliquées et être des ingénieurs, aller dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'industrie. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut le faire. Parce que quand on voit les paysages maliens, l'une des écoles les plus prisées, c'est l'ESICA. Pourquoi? Parce que quand on rentre à l'ESICA, on sort avec un diplôme et on a du travail. Ça veut tout dire. L'IUG, c'est un peu pareil. Donc il faut pousser à cela et il faut le mettre dans les régions pour pouvoir réussir. Il faut respecter et appliquer la loi relative au genre. Il ne s'agit pas de le dire et de ne pas le faire. Si on le dit, on le fait. Si ce n'est pas bon, ben on n'a qu'à revenir sur la loi. Mais une fois que c'est parti, je crois qu'il faut le faire de façon sérieuse. Et nous pensons qu'il faut organiser des assises de la condition féminine, portant sur la parité, la représentation des femmes dans la vie publique et surtout l'accès au crédit. La représentation significative des femmes dans les postes électifs et administratifs, notamment, comme je l'ai dit, 30% des députés seront des femmes. Nous allons passer au 5e et dernier pilier. On va essayer de le raccourcir. Nous avons dit qu'il faut construire une économie performante et solidaire. Vous savez, quel que soit ce qu'on veut faire, il faut créer des richesses. Si on ne crée pas de richesses, on ne peut pas les partager. Si on ne crée pas de richesses, on ne pourra pas développer l'éducation, on ne pourra pas développer la santé, on ne pourra pas faire les routes, on ne pourra pas avoir les points d'eau. Donc il nous faut travailler et travailler dur. Donc pour avoir les moyens de notre action et conduire le Mali vers l'émergence, il est essentiel de garantir une croissance économique solide et inclusive, qui s'appuie sur un secteur privé dynamique, qui optimise le potentiel de nos ressources naturelles et qui fournit des emplois décents. Aujourd'hui, la croissance du PIB est de 5%. Je dirais que croissance, on en parle, mais personne ne sait où la prendre. Ne permet pas de faire reculer la pauvreté, eu égard à l'augmentation de la population. Près de la moitié de nos concitoyens vivent de la pauvreté, principalement dans les zones rurales. Notre pays dépend encore essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et des ressources minières. Notre industrie reste embryonnaire. Une telle structure rend l'économie malienne fortement dépendante vis-à-vis de l'extérieur, des fluctuations du climat et du cours des matières premières. La croissance est aussi freinée par le manque d'une main-d'œuvre qualifiée, par des infrastructures de base insuffisantes. De plus, des contraintes sérieuses existent en matière de financement de l'économie, du secteur privé et des PME-PMI créatrices d'emplois. Pour remédier à ces situations et parvenir à une croissance économique d'au moins 7% sur plusieurs années, nous devons être volontaristes pour libérer les énergies, dynamiser la croissance et atteindre l'émergence. Pour éliminer les contraintes, il faut mettre l'accent sur le rôle moteur du secteur privé et des entrepreneurs et le rôle essentiel des pouvoirs publics pour créer un environnement propice
au développement d'une économie compétitive, dynamique et solidaire. Notre économie doit à chacun et chacune d'entre nous un avenir à la mesure de ses ambitions et de ses talents. Si la fonction publique ne marche pas, le secteur privé ne marchera pas. Et si le secteur privé ne marche pas, nous n'aurons pas assez d'argent, assez de ressources pour développer notre pays. Une mauvaise gouvernance au niveau de l'État entraîne forcément d'énormes retards au niveau du secteur privé. Le secteur privé n'aime pas le mauvais bruit, n'aime pas les dysfonctionnements, n'aime pas les retards. Nous devons en être conscients. Nous avons pensé qu'il faut prendre un minimum de mesures. D'abord, réduire à 5 ans les délais de formalité administrative pour la création d'entreprises. Il y a des pays où on crée une entreprise en 1 heure. En 1 heure. Au Mali, pour créer une entreprise, il faut connaître le cousin du cousin du cousin du frère. On a l'ambition de pouvoir le faire en 5 jours. On a un pays voisin qui l'a fait. On veut s'en inspirer. Mais on peut le faire. Et il faut le faire. Il faut assainir durablement les finances publiques et réduire le train de vie de l'État afin de libérer des marges de manœuvre pour l'investissement. C'est le seul pays au monde où il y a tant de V8 dans l'administration. Le V8 coûte cher, ça consomme beaucoup et ça ne peut pas rouler à la vitesse pour laquelle on l'achète. Mais si vous n'avez pas de V8, vous n'êtes pas quelqu'un dans votre pays et vous n'êtes pas quelqu'un au Mali. Honnêtement, il faut changer ça. Il faut changer ça, il faut revenir à quelque chose de plus. Il paraît même qu'on les distribue comme des petits pains. Il faut promouvoir l'épargne privée par l'adoption d'une fiscalité incitative pour financer la modernisation de notre pays. Vous savez, il faut une sorte de complicité entre le secteur privé et l'État qui s'assoient régulièrement, qui discutent régulièrement des contraintes des uns et des autres. L'État a besoin d'argent face, bien sûr, à ses besoins, mais le secteur privé aussi a besoin de se développer et n'est pas prêt à subir les tracasseries. Je suis sûr qu'ils sont de bonne foi, prêts à payer les impôts, prêts à payer les droits de douane, à condition que ça se fasse proprement. On doit pouvoir y arriver. Je pense aussi qu'il faut lancer un programme national de soutien aux jeunes entrepreneurs. Ceux qui apprennent, ceux qui prennent des risques, qui sont jeunes, mais il faut les soutenir, il faut les encourager pour qu'on ait des start-up nous aussi, qu'on crée des champions, qu'on organise des champions. Il faut faire contribuer les industries extractives au développement du pays afin que les richesses du Mali servent réellement à sa population. Quand on voit ce qui s'est passé à Kenyeba l'autre jour, ça veut dire quand même qu'il y a un déficit d'explication, un déficit dans le système. Nous avons, je ne sais pas, peut-être une dizaine de mines, sinon plus. Dans chacune des mines, l'État a 15%, 18%, rarement 20%. Ça veut dire que dans chacune des mines, nous sommes minoritaires. Donc à chaque conseil d'administration, ça se fait sans nous. Et nos cadres qui nous représentent, en général, il y a 2 personnes, quand moi j'étais aux finances, qui étaient toujours les mêmes. Bon, ils sont gentils, mais ils n'ont pas forcément tout en main pour défendre convenablement la nation. Donc, nous ne maîtrisons pas les choses. C'est un domaine très capitaliste. Ce que moi je propose, c'est de créer une société, qui est une sorte de holding, qui va être propriétaire de toutes ces actions. Les 10% dans Sagela, les 20% dans l'euro, etc. Cette société va être plus puissante et plus riche que n'importe laquelle des mines prises individuellement. Elle sera cotée en bourse, ça veut dire qu'elle vous appartiendra. Elle pourra influer sur le secteur. Elle pourra investir dans le secteur. Elle pourra faire de la prospective dans le secteur. C'est une idée que je mûris depuis, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Mais je l'ai testée, j'ai discuté avec des spécialistes, ils m'ont dit, sans être plus fier que je ne suis, que c'est génial. Ils m'ont dit que c'est génial. Mais elle doit être gérée comme une entreprise privée.
C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens compétents qui se dédient pour la nation et qui sont prêts à assumer cela et à faire face au gouvernement, y compris le président de la République, pour pouvoir lui dire non. C'est le seul moyen qu'on a pour contrôler ce secteur. Et comme ça, la pollution liée au cyanure, ces trous payants qui existent pour ceux qui ont vérifié les mines, la responsabilité sociale de l'entreprise qui est dans un village, qui ne construit pas une école, qui ne donne même pas un point d'eau, qui ne donne pas accès aux dispensaires, je crois qu'on peut arrêter tout ça. On peut arrêter ça. Il faut aussi moderniser l'agriculture et les industries de transformation, bien sûr. Alors que je trouve le bout de papier. Pour faire du Mali une puissance exploitatrice et assurer la sécurité alimentaire et économique de la population. Je me suis rendu compte hier que le souci vraiment de l'alimentation est un souci majeur aujourd'hui. Il y a un risque de famine bientôt parce que les récoltes n'ont pas été bonnes et les Maliens restent extrêmement sensibles à cela. Il faut désenclaver le pays, bien sûr, tout le monde vous parlera de route, fluidifier les transports des personnes, le commerce par les voies terrestres. Peut-être qu'enfin, nous aurons un train qui roule. Et que le train sifflera 3 fois. Voilà. Ensuite, bien sûr, la circulation de l'information, la fibre optique, développer les énergies hydroélectriques, mais aussi solaires et éoliennes, jusque dans les régions reculées. Je voulais dire aussi que notre économie a des atouts. Il faut s'appuyer sur ces atouts. En 1996, je crois que c'est le président Mandela qui est venu ici, et j'ai eu la chance de le recevoir avec le Premier ministre Ousmane Soufi, devant tous les hommes d'affaires. Et puis, bon, j'étais chargé de parler, que je veux dire à Mandela. Il veut que je lui parle du Mali. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est le secteur économique. Alors, j'ai eu une inspiration. J'ai dit, le Mali, c'est 6 excellences. Il m'a regardé. Il dit, la première excellence, nous sommes le premier producteur de coton. Nous l'étions en 1996, nous le sommes aujourd'hui encore. Donc, c'est une excellence que nous avons. Qu'est-ce qu'on peut faire autour du coton? Comment aller au-delà de la transformation que nous avons aujourd'hui? Comment faire en sorte que les gens aient envie d'investir chez nous? Mais si nous vendons le coton au même prix que n'importe quel acheteur sur le marché, vendeur, il est évident que nous ne sommes pas un attrait. Si nous regardons le coût de l'énergie chez nous, nous ne sommes pas un attrait. Si nous regardons la qualification de la main-d'œuvre, la qualité même de la vie de façon générale, nous ne sommes pas un attrait. Donc il faut trouver un petit quelque chose qui fait la différence. Ce petit quelque chose pour moi, c'est de dire, écoutez, 15% de la production du Mali doit être transformée au Mali. Mais pour cela, faisons des conditions de prix qui font qu'un investisseur se dit, au Mali, j'aurai du coton moins cher, en tout cas jusqu'à cette hauteur. Je suis sûr qu'on va booster l'investissement sur le coton au Mali. La deuxième excellence, j'ai dit, mais Monsieur le Président, nous sommes le 3e producteur d'or, après l'Afrique du Sud et après le Ghana. Ça suffit pour être excellence. L'or brille au Mali, et comme je vous ai dit, on peut en faire quelque chose. La 3e excellence, j'ai dit, Monsieur le Président, nous avons l'Office de Niger. Des terres irrigables par gravité, 2 millions d'hectares irrigables par gravité. Je vois un ancien directeur de l'Office du Niger qui opine. Ça veut dire qu'il y a un potentiel extraordinaire qui est là. Irriguer par gravité, c'est le coût le moins élevé qui puisse exister dans l'irrigation. Ça veut dire que le fleuve est plus haut que la terre. Il suffit de tirer pour que l'eau descende. Dans les autres cas, il faut pomper, il faut, etc., etc. Donc, une excellence. 4e excellence, nous sommes un pays d'élevage. On dit que chaque Malien a une vache. Pays d'excellence d'élevage parce que, après le Nigeria, c'est le Mali qui a le plus de cheptels en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a une économie extraordinaire autour du bétail. Le lait, la viande, les peaux, les cuirs, les cornes, il y a énormément de choses autour de ça.
Ensuite, je lui ai dit, la 5e excellence, quand on a Djenné, on a Tombouctou, on a le pays de Ron, on a les Momandins, on a une histoire riche comme celle du Mali, mais on a aussi un pays de tourisme. Donc, un pays de tourisme. Et voilà. Alors, comme j'ai dit 6, il fallait bien trouver un 6e. Alors, je me suis retourné vers la salle et j'ai vu tous nos hommes d'affaires qui étaient assis. J'ai dit, mais la 6e excellence, c'est ça. Regardez-les. Grâce à eux, j'ai pu juguler la crise liée à la dévaluation. Je viens de faire combien de pays, surtout combien de villes. J'ai été à Abidjan, à Bouaké, à Daloa, à San Pedro. J'ai été à Koumassi, à Accra. J'ai été à Dakar, à Pointe-Noire, à Brazza, à Libreville, à Niamey, à Bobo, à Ouaga. Mais partout, les meilleurs hommes d'affaires sont maniés. Donc c'est forcément une excellence. C'est pour ça que je dis que ce secteur privé peut nous apporter beaucoup. Mais nous avons l'impression au Mali que ça ne sert à rien. Mais parce qu'on ne les écoute pas. On ne discute pas avec eux, on ne leur demande pas les recettes, on ne leur dit pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays. Et je suis sûr qu'ils sont disponibles. Nous allons engager une discussion avec eux. Nous allons voir comment ils peuvent aider le pays. Comment ils peuvent nous donner des petits chemins pour pouvoir réussir. Voilà. Il faut que notre économie s'appuie sur les ressources, mais aussi s'appuie sur les hommes et les femmes qui savent entreprendre. Maintenant, donne-moi le reste de mes papiers. Parce que non, c'est bien avec toi. Mais comme c'est compliqué, les papiers. Prochaine fois, tu vas. Ensuite, on va passer. C'est bien de faire un programme, mais il faut qu'il soit financé et finançable. C'est un travail extrêmement difficile et nous l'avons fait, nous l'avons souhaité, nous l'avons réussi. Et je le dois particulièrement à 2 cadres brillants. Idrissa Traoré, ancien directeur de la BCAO dans cette salle, et le Premier ministre Omar Tatamli, qui est de Dakar. Bon, j'ai quand même fait les virgules, hein, j'ai fait les virgules. Alors, nous avons dit, évidemment, qu'il faut moderniser les forces armées et la sécurité. Et nous avons, je ne vais pas dire ce qui est écrit, mais nous avons évalué le coût qui est là, 994 milliards, sur la période 2019-2023. Avec toutes les mesures qui sont là, qui sont des mesures qui rappellent un peu les mesures que j'ai édictées plus loin, qui donnent moderniser l'armée, l'équipement, etc., que vous avez. Je pense que vous arrivez à lire ça mieux que moi. Ensuite, nous avons évalué les besoins sur les routes à construire, les routes à réhabiliter, en fait tout ce qui concerne les voies intérieures d'accès au grand marché de consommation au pétrole, que nous avons estimé à 1740 milliards de francs CFA. Ensuite, le secteur industriel, il nous faut aménager des zones nouvelles, des zones industrielles ordinaires et des zones économiques spéciales pour environ 31 milliards de francs CFA. La sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, il faut investir dans ce secteur et beaucoup investir dans ce secteur. Nous avons évalué à peu près à 250 milliards de francs CFA. L'élevage, il faut créer des points d'eau, des parcs de vaccination, certainement aussi les problèmes d'aliments bétail, la sauvegarde de notre bétail. Il faut investir environ 94 milliards de francs CFA. La télécommunication, il faut absolument que nos jeunes aient des racines par la culture, la connaissance de l'histoire, mais aussi qu'ils aient des ailes, c'est-à-dire qu'ils soient dans le monde
et qu'ils soient branchés comme ils le sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut en faire en sorte qu'ils soient encore plus branchés qu'avant. Mais cette belle phrase est de Younouss Touré, hein, avoir des racines et des ailes. C'est très important. 220 milliards. La filière coton, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut investir pour avoir de nouvelles usines de Grenade. J'ai été l'autre jour à Dogo, près de Bougouni. Ils m'ont dit, écoutez, nous sommes les premiers producteurs de notre zone. Nous méritons d'avoir une usine. C'est clair, hein? J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire une étude. Parce qu'une usine, Salif le sait, on ne construit pas l'usine toujours là où on veut. L'une des premières conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau. C'est le cas de l'usine de Koumantou à côté. On voulait le faire à Koumantou, on a été obligé de la faire à 6-7 km de Koumantou. Ils n'étaient pas contents, mais techniquement, c'était une obligation. Ensuite, les riz et les céréales, attends, tu reviens en arrière. Alors, il faut investir là-dessus, il faut encore aménager des terres à l'Office du Niger, il faut aider les jeunes à s'installer, il faut encore faire la maîtrise totale, mais aussi de la submersion contrôlée, comme là dans certaines plaines, comme Cléla, comme Nialan, etc. Il faut investir là-dessus, je crois que nous envisageons de le faire pour environ 900 milliards de francs CFA. Il faut pousser à l'irrigation. L'irrigation, comme j'ai dit, par gravité, mais aussi utiliser les techniques modernes. Il y a un opérateur brillant qui utilise ces pivots-là. Ce n'est pas du tout futuriste. Ça s'est fait à Direy pour le blé, ça se fait à l'Office pour la pomme de terre. Ça veut dire que ça peut continuer à faire. Et il faut qu'on utilise des solutions alternatives pour réussir même à sortir justement de la précarité alimentaire en changeant quelques habitudes alimentaires pour réussir. Et je pense que les fruits et légumes devraient nous permettre aussi de combler les déficits alimentaires. Ensuite, l'Office du Niger, voilà. On envisage vraiment d'investir beaucoup dans l'Office du Niger, qui est envahi aujourd'hui d'herbes sauvages, qui mérite des canaux plus propres, qui mérite des conditions de gouvernance meilleures pour que ceux qui s'installent à l'Office puissent avoir une vraie vie d'entrepreneurs agricoles pour pouvoir mieux nourrir nos pays et aussi avoir eux-mêmes de meilleures ressources. La protection de l'environnement, je n'ai pas besoin de beaucoup de dessins. Il faut aller au stade Omnisport, en passant par le cimetière de Dafiabourg, un peu par là, en passant par Golena, puis on a une panne de voiture par là, pour voir que honnêtement, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable. Et je crois que ça fait appel à notre conscience collective et ça interpelle l'État au plus profond de lui-même pour qu'on fasse faire. Il y a des solutions. Il y a des villes de 10 millions d'habitants, de 15 millions d'habitants, même de 30 millions d'habitants comme Mexico. Et pourtant, ces villes sont propres. Pourquoi on ne peut pas le faire au Mali? On va le faire. On va le faire. Sans énergie, il n'y a pas de développement économique. L'énergie, pour l'économie, c'est comme le sang dans le corps humain. Chaque partie du corps a besoin de sang. Et chaque partie de l'économie a besoin d'énergie. Une machine électrique, il faut de l'énergie. Un poste de soudure, il faut de l'énergie. Une usine, il faut de l'énergie. Donc, il faut absolument qu'on travaille encore et encore sur l'énergie. Nous avons les interconnexions qu'il faut développer. Nous avons des grands sites de barrages, le barrage de Kourouba, le barrage où ça? Près de Tianfala, là. Voilà. Kenyé, le barrage de Kenyé, il y a le grand Kenyé, il y a le petit Kenyé. Donc, il y a des grands sites de barrages. Mais il faut aussi travailler sur l'énergie solaire, sur l'énergie éolienne. Et je crois il faut le faire. Et vraiment, c'est indispensable d'avoir de l'énergie moins chère pour pouvoir attirer encore plus d'investisseurs. Le transport fluvial n'est pas assez bien exploité. Nous avons un long fleuve, on a 1740, je crois, kilomètres navigables sur le fleuve Niger, sur les 4200 kilomètres du fleuve. Et vous savez qu'après 3-4 mois, ça s'arrête.
Vous savez, à Mopti, il y a des pirogues de 100 tonnes. C'est-à-dire qu'ils prennent plus que 3 camions qui circulent sur le fleuve. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et on peut exploiter plus. Il faut donc entretenir le fleuve, il faut désensabler le fleuve, il faut faire le barrage de Tossaï pour remplir les lacs. Et il faut avoir une vision globale de l'économie pour pouvoir réussir cela. Et ça s'inscrit dans la durée. Et dans la durée, l'énergie, le transport fluvial coûte moins cher que le transport terrestre, que le transport aérien, que le transport ferroviaire. L'eau potable, l'assainissement, on n'a pas besoin de dessin pour savoir qu'on a un déficit énorme en matière d'eau potable. S'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'assainissement. Donc il faut absolument investir sur cela, avoir un plan national de l'eau, avoir une carte de l'eau et travailler dans ce sens-là de façon résolue, de façon progressive. Alors, l'éducation, je crois que c'est no comment. Il faut mettre de l'argent dans l'éducation. Un pays qui n'est pas instruit ne se développe pas. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il faut aller à l'école. Il faut mettre les enfants à l'école. Il faut les mettre dans de bonnes conditions de travail. Il faut leur donner des kits solaires. J'espère que les parents accepteront un jour qu'on mette des uniformes parce que tout se tient. Tout se tient parce qu'avec l'école, on peut avoir des économies alternatives à développer. Un uniforme, c'est des usines qui travaillent. Le lait à l'école, qui est une de mes ambitions, c'est développer la filière laitière. C'est donner plus de protéines aux enfants, c'est de diminuer l'absentéisme et c'est de permettre aux producteurs de lait de produire plus de lait, de vendre plus de lait. Il y a toute une économie derrière qu'on peut appuyer sur l'école et je crois qu'il faut le faire. L'accès à l'habitat, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, il faut créer des conditions soutenables. Le système qu'on a actuellement n'est pas toujours soutenable. On distribue les maisons aux gens. Au bout d'un moment, ils ne payent pas. Et on a des drames qu'il faut les sortir. Ou c'est des distributions qui ne sont pas équitables, qui sont liées à des appartenances politiques, à des appartenances familiales. Je crois qu'il faut sortir de cela. Il faut mettre un système en place où chacun peut avoir un toit. J'ai étudié le cas du Brésil, où qu'est-ce qu'ils font? On construit juste la dalle, on construit les toilettes, on fait un toit. Et puis les voisins s'entraident pour finir leur maison. Et tous les dimanches, chacun va aider l'autre à finir sa maison. Et ça marche très bien. Et ça vous coûte rien. Une maison qui coûte 9 millions, ça va peut-être vous coûter 2 millions sur le prêt. Le reste, c'est un développement solidaire. Et chacun aide ce voisin à construire sa maison. Il faut qu'on réfléchisse dans ce qui se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs, ça réussit ailleurs. Il n'y a pas de raison que nous, on soit là à construire pour distribuer. Sans compter que dans notre système, les plus pauvres sont ceux qui sont les plus loin. Il y a des gens qui habitent à Tétébourou, derrière Yirimayo, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui mettent 2 heures pour venir travailler et qui mettent 2 heures pour retourner et qui n'ont pas d'école sur place, qui n'ont pas de dispensaire sur place. Les enfants n'ont même pas de lieu de loisirs sur place. Ce n'est pas bien. Quand on fait les choses, il faut les faire globalement. Il faut que les enfants puissent aller à l'école sur place, que les parents puissent se soigner sur place, qu'il y ait des opportunités de travail pas loin de leur lieu de résidence. Dans les autres pays, les plus pauvres, on les rapproche du centre. C'est les plus riches qui sont dans les banlieues éloignées, dans les banlieues UP. Parce qu'ils ont les moyens de transport, peuvent venir en retard, etc., etc. Nous, c'est une sorte de filière inversée. En plus, nous construisons sur des superficies. On y va, on y va, on y va, on y va. Le monde a changé. Aujourd'hui, il faut construire en hauteur. Il faut vivre en hauteur. Parce que ça coûte moins cher pour le transport d'électricité, ça coûte moins cher pour le transport d'eau. Et ça socialise un peu plus les gens. Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Alors, nous avons bien sûr un programme qui est ambitieux. Nous avons regardé ce programme par rapport au PIB et nous sommes à 82,4%. On va me dire que c'est beaucoup sur 5 ans, mais pour savoir si on a bien travaillé, il faut savoir ce qu'ont fait les autres. Alors, voilà le tableau. Nous, on est à 82,4%.
Le Bénin, 178%, le Burkina jusqu'à 227%, le Niger à 178%, le Togo 185%, le Sénégal et le Mali sont plus raisonnables, autour de 99%. Tout cela pour vous dire que notre programme n'est pas un programme en dehors des capacités, des possibilités des Maliens. Ce n'est pas un programme pour aller pêcher des voix. C'est un programme qui est réaliste. C'est un programme que nous pouvons faire. Et c'est un programme que nous devons faire. Voilà, je crois que c'est un peu la fin de l'exposé. Je sais que ça a été un peu long. Je vous remercie infiniment. Allô?